Bonsoir à tous. Bienvenue donc dans cette nouvelle visioconférence INALCO Asialis qui est consacrée donc au racisme anti-asiatique des manifestations de 2010. Vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi cette mention des manifs de 2010 à la pandémie de Covid-19. Alors, c'est un thème qui est très complexe déjà quant à la définition de racisme même, encore plus de racisme anti-asiatique qui a, on va le voir, ses spécificités. Par exemple, est-ce que dire à quelqu'un qu'il est asiatique, donc il doit être bon en maths ou qu'il sait réparer un ordinateur, est-ce que c'est du racisme? On va avoir l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec nos intervenants. Et je voudrais d'ailleurs à ce sujet expliquer qu'on a voulu se concentrer sur le racisme à l'égard des personnes originaires d'Asie orientale, donc originaires de pays comme la Chine, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon, la Corée et d'autres. Et voilà, parce qu'on constate que dans la représentation collective, tout du moins en France, les personnes qui sont étiquetées comme étant asiatiques proviennent de ces pays plus que des Indiens ou des Pakistanais qui, bien sûr, eux aussi sont victimes de racisme et de stéréotypes qui leur sont bien propres. Voilà, alors je présente nos invités pour parler de ce thème. Lynn Lan Dao, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à France Télévisions, spécialiste du fact-checking et vous êtes donc très actif sur cette question du racisme anti-asiatique, notamment depuis cette vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était en 2017, ne m'appelez plus Ching Chong, c'est devenu viral. Et puis, depuis, vous êtes donc très, très, très actif sur ce thème. Rui Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué à Pantin et vous avez été surtout, et c'est ça qui nous intéresse, le cofondateur de l'Association des jeunes Chinois de France. Sun Letan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc agent d'artiste, journaliste et vous êtes porte-parole du comité Sécurité pour tous 94. On va d'ailleurs revenir un petit peu plus tard sur le but, la mission de ce collectif qui vise notamment, entre autres, à protéger la communauté asiatique d'Île-de-France. Et Yaran Chuang, sociologue, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors, bonjour Yaran, vous êtes chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, et vous allez donc prochainement publier un livre, je crois que ça sera en avril, Une minorité modèle, Chinois de France et racisme anti-asiatique. C'est bien le titre du livre, parce que je crois qu'il a changé entre-temps. Oui, et par ailleurs, il y a un point d'interrogation après une minorité modèle. Donc, c'est une minorité modèle, une affirmation. Alors très bien. Alors on a évoqué donc dans le titre ces manifestations de 2010. Pourquoi? Alors parce que c'est à ce moment-là, on le voit d'ailleurs ici à l'image, que la communauté chinoise de France a brisé cette image de minorité silencieuse qu'on lui a très longtemps accolée, avec des manifestations importantes, donc vous le voyez ici à Paris, pour protester contre des vagues d'agressions que cette communauté avait subies, notamment dans le quartier de Belleville. Il y a eu dans la foulée d'autres manifestations, en 2011 notamment, et puis en 2016, alors là, nouvel événement, nouveau soulèvement très important, cette fois après l'agression mortelle de Zhang Shaolin, un couturier d'origine chinoise qui a été… Alors là ce sont les manifestations toujours de Belleville. En 2016, vous avez eu donc ces manifestations après l'agression mortelle de Zhang Shaolin, couturier chinois donc, qui a été tué à Aubervilliers, victime d'un vol à l'arraché et violemment frappé. Le caractère raciste de l'agression a été d'ailleurs reconnu par la justice. Enfin, on mentionnait la pandémie de Covid-19, car elle a donné aussi lieu à un ensemble de comportements racistes à l'égard des Asiatiques, en France comme d'ailleurs dans d'autres pays, je pense aux États-Unis par exemple, avec notamment récemment cet appel à agresser chaque Chinois qui a été publié sur les réseaux sociaux. Vous voyez d'ailleurs, ça a donné lieu à une campagne je ne suis pas un virus, hashtag je ne suis pas un virus, I'm not a virus aussi en anglais, pour justement demander à ne plus être assimilé à ce qui se passait en Chine et notamment donc ce virus du Covid-19. Alors on va diviser cette conférence en 3 thèmes. On va d'abord essayer de comprendre quelle est la singularité du racisme anti-asiatique par rapport au racisme qui vise d'autres minorités en France. On essaiera ensuite d'en comprendre les ressorts, les facteurs politiques, culturels, sociaux, sans vouloir le justifier, pour tenter de comprendre un petit peu ce qu'il se passe, d'où vient-il ce racisme. Et puis enfin, on va voir un peu les moyens de lutte à disposition des militants, des ONG, des médias également, pour tenter de lutter contre ce phénomène. Et ça nous permettra aussi de faire un bilan des nombreuses initiatives qui ont été prises quand même depuis 2010, parce qu'il y en a eu
un certain nombre. Voilà, entre chaque thème, nous prendrons quelques questions des participants à cette conférence. Là, je vois que vous êtes 158. N'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique Q et R que vous voyez normalement en bas à droite de votre écran, plus que dans la rubrique Converser, puisque moi, je vais regarder la rubrique Q et R. C'est là où on pose les questions et à la fin de chaque thème, on en prendra quelques-unes pour que nos intervenants puissent y répondre. Voilà. Donc, on commence cette conférence avec ce premier thème. Existe-t-il un racisme spécifiquement anti-asiatique? Je vais d'ailleurs commencer par vous, Lynn Landau, puisque vous aviez fait donc cette vidéo virale où vous revenez un peu sur tous les clichés justement qu'on a tendance à coller aux personnes d'origine asiatique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le racisme asiatique quand on est un enfant, quand on est un adolescent, quand on est un adulte? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Oui, alors dans cette vidéo, je parlais justement des micro-agressions qui pouvaient exister envers les personnes asiatiques. Elles sont nombreuses. Et quand j'ai fait cette vidéo, je ne parlais que de mon vécu, en fait, sans penser que ça pouvait vraiment toucher toutes les personnes dites asiatiques. Donc j'explique voilà, que ça peut être, il y a plusieurs formes de racisme. Il peut y avoir un racisme de rue, c'est-à-dire que vous vous promenez dans la rue et on va vous faire des réflexions sur vos origines. Par exemple, à l'école, on va vous se tirer les yeux en disant voilà, ching chong, en disant ouais, on comprend rien à ce que tu dis, en se moquant de votre langue. On va aussi vous interpeller dans la rue en disant Jackie Chan, Bruce Lee, voilà, parce que évidemment, il n'y a que ces deux célébrités asiatiques qui comptent. Donc ça, c'est le côté, voilà, exactement. Mais là, on a un beau panel. Mais il n'y a pas que le racisme de rue, évidemment. Il y a aussi un racisme qui est un petit peu plus pernicieux, qui peut être lié on va dire à un monde un petit peu éduqué, voire élitiste. Donc ça va être une sorte de préjugés positifs où l'on va féliciter les Asiatiques en tant que minorité modèle en leur disant bah, écoutez, c'est très bien parce que vous êtes discret, vous êtes travailleur, vous ne faites pas de vagues, vous vous intégrez bien. Et donc ça, c'est une manière d'ériger les Asiatiques en modèle euh, pour les ériger comme meilleurs que d'autres minorités qui, elles, seraient à problème. Et donc ça, c'est bien sûr un cliché, voire une instrumentalisation politique. Et donc, c'est le problème des Asiatiques, en fait, c'est-à-dire que quand ils sont vus comme une minorité modèle, ils ne sont pas vus comme des personnes pouvant provoquer ou pouvant être victimes de problèmes. Et c'est pour ça que le racisme envers les Asiatiques a été jusqu'à maintenant assez invisibilisé. Et pourtant, ce racisme, je dirais qu'il existe depuis bien avant le Covid. Il existe depuis, je dirais, l'époque coloniale. Donc, au moment où la France a établi des colonies un petit peu partout. Donc, il y a ce rapport un petit peu de hiérarchie entre le colon et les peuples colonisés. Et les Asiatiques en font partie. Donc, il y a plein de stéréotypes liés à cet Asiatique qui est travailleur, un petit peu voilà, soumis, qui ne parle pas trop. Et du coup, il y a des personnes qui s'étonnent voilà, de voir des Asiatiques finalement depuis 2016, depuis 2017, depuis 2010, on va dire les années 2010, se plaindre ou parler de leurs problèmes parce qu'on pensait qu'elles étaient silencieuses jusqu'à maintenant. Et je pense que ça, c'est lié au fait qu'il y a de nouvelles générations qui sont un petit peu plus conscientisées que leurs parents, les parents étaient vraiment occupés à s'intégrer, tandis que des jeunes qui sont nés en France et citoyens français vont trouver ça anormal d'être considérés comme autres sur leur propre territoire chez eux. Voilà. Alors, on va revenir justement un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Attendez, je regarde. Oui, c'est bon. Alors, on va revenir un peu plus après sur justement le côté minorité modèle, parce que ça implique beaucoup de choses. Ça sous-tend aussi d'autres actes et mots racistes. Je voudrais juste revenir un peu sur, par exemple, le racisme du quotidien dans les médias. Est-ce que dans les médias, aujourd'hui, ce phénomène est assez pris en compte? Je pense à certaines unes de la presse qui a pu avoir lors de la pandémie de Covid-19. On en voit une d'ailleurs ici, alerte jaune. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel aussi il faut travailler? Je vais vous poser la question, Lynn, et puis je vais faire rebondir ceux qui le souhaitent après. Bien sûr, alors je pense que cette une du courrier Picard, elle a énormément choqué parce que on voit là un très mauvais jeu de mots, hein, parce que jaune, c'est quand même un adjectif qui est problématique pour parler des Asiatiques. Les Asiatiques ne sont pas jaunes et pourtant, il y a coronavirus chinois, alerte jaune. Et la rédaction avait dit non, mais on voulait faire une référence à une alerte météorologique. Mais en fait, c'est vraiment très, très problématique de faire l'amalgame entre l'adjectif
jaune qui est très péjoratif et qui est un adjectif qui remonte de l'époque coloniale pour faire un amalgame avec les Asiatiques. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est que le problème, c'est que le Covid, pour l'instant, la version qui est généralisée, c'est que le Covid vient de Chine. Et ça, c'est un vrai problème puisque ça va provoquer des violences. Il y a plein de personnes qui vont se dire, qui vont voir finalement dans les médias, voilà, les Chinois, le Covid, les Chinois, le Covid. Et à force de voir cet amalgame, ils vont l'intégrer et développer une hostilité envers des personnes asiatiques. Et c'est là qu'on va avoir des agressions, des personnes qui se font tabasser et par des agresseurs leur disant, ben voilà, tu es chinois, tu as amené le coronavirus. Et ça, c'est vraiment problématique. Et je pense que le problème dans certaines rédactions, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, assez de diversité, ce qui fait qu'on a des unes comme celle-ci. Par exemple, moi, si j'avais été dans je sais pas, dans la rédaction du Courrier Picard, j'aurais dit, excusez-moi, mais moi, ça me touche. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Donc ça, je pense que c'est un problème de diversité dans les médias. Et dans les médias, alors je pense qu'il y a certaines formulations de discours qui sont peut-être, on peut le dire, xénophobes, enfin, qui vont inciter à la méfiance envers la Chine et les Chinois. Alors je ne dis pas qu'il faut pas enlever toute responsabilité du gouvernement chinois, des autorités chinoises dans la gestion de la crise du coronavirus, mais faire cet amalgame tout le temps, ça peut avoir des effets néfastes. Et vous, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous ramenez tout au fait d'être chinois. Alors que Linh Lan, vous êtes d'origine vietnamienne, je crois. Vous n'êtes pas tous d'origine chinoise ici. Je vais poser la question à Son Lethan. Est-ce qu'il y a un amalgame par le phénotype? En gros, est-ce qu'aujourd'hui en France, la plupart des gens d'origine asiatique sont des Chinois avant tout? Oui, la plupart des gens sont vus comme des Chinois. En fait, je pense qu'un agresseur, avant de nous agresser, il ne nous pose pas la question pour savoir si on est Chinois ou pas. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a d'ailleurs, le Nouvel An chinois, voilà, alors qu'il est fêté au Vietnam, en Corée, voilà. Donc, effectivement, il y a un amalgame entre le chinois et les asiatiques. Et en plus, enfin, moi, ce que je pense, et j'analyse ça, il y a un China bashing qui s'est créé. En fait, tout ce qui est chinois est forcément connoté péjorativement. Et ce sont des responsables politiques qui le disent, hein. Au début de la pandémie, un des plus grands responsables politiques mondiaux, qui s'appelle Donald Trump, a parlé de China's virus. Donc voilà, et ce terme China virus a été comment dire, il a été relayé par les médias à longueur de journée, voilà, et puis même les journalistes disent voilà, virus chinois. Et effectivement, il y a une responsabilité des médias. Et ce qui est important, moi, et je remercie Linh Lan parce que souvent, elle m'envoie des journalistes en formation. Ce qui est très important, c'est en fait la pédagogie. Il est important, on ne pourra pas avoir un asiatique dans chaque rédaction, malheureusement. Enfin, j'aimerais bien, mais pour l'instant, on ne pourra pas l'avoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, on puisse avoir des journalistes qui soient sensibilisés à ce racisme-là, qui ne nous posent pas à longueur de journée, mais c'est quoi la différence entre un Chinois et un Vietnamien, qui sachent au moins faire la différence entre les différentes cultures qui composent l'Asie. Alors, justement, vous parliez, on va revenir sur cette question que vous avez évoquée, c'est les agressions. Donc, en dehors de la foule de stéréotypes qu'on peut entendre sur la communauté asiatique, il y a eu ce problème terrible. Alors, on en parle depuis environ une dizaine d'années, des agressions contre la communauté asiatique. Il y en a eu, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a eu une résurgence assez forte au moment du Covid. Je vais refaire un point d'ailleurs avec vous, Son Lé, là-dessus, puisque vous êtes porte-parole du comité Sécurité pour tous. Aujourd'hui, pourquoi, déjà, est-ce que vous pouvez me faire un état des lieux du phénomène et pourquoi des Asiatiques se font-ils agresser? Sur la base de quels arguments? Sur la base de quelles suspicions? Est-ce qu'on comprenne un peu d'où vient cette violence? Alors, au tout début, alors moi, je ne pense pas qu'il y ait une résurgence des agressions envers les Asiatiques. Je pense qu'en fait, il y a toujours eu des agressions envers les Asiatiques. Ce qui a mis en évidence le Covid, c'est en fait la médiatisation de ces agressions. En 2019, donc avant le Covid, l'apparition de la pandémie, il y a eu un Asiatique qui se fait agresser tous les 2 jours en Île-de-France. C'est quand même un nombre assez conséquent. Donc, en fait, il n'y a pas eu une résurgence
je pense, hein, des agressions anti-asiatiques. En revanche, il y a une progression de la violence, c'est-à-dire que les agressions sont de plus en plus violentes et on ne se réfugie plus derrière en fait, le côté, en fait, on va lui voler de l'argent. En fait. Ça devient de la violence gratuite. On va agresser un Asiatique parce qu'il est asiatique et non pas parce qu'il aurait supposément de l'argent sur lui, ou supposément parce qu'il était fragile, ou supposément parce qu'il ne porterait pas plainte. Voilà, ce sont les différents, on va dire, raisons qui disent, que disent en fait les auteurs d'agression. Hein, pourquoi on agresse les Asiatiques? Parce qu'ils ont de l'argent sur eux, parce qu'ils sont fragiles, ils ne porteront pas plainte. Et c'est vrai que les principales victimes de ces agressions, ce sont des personnes qui sont des primo-arrivants, qui sont arrivés en France il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et qui ne maîtrisent pas forcément les institutions, qui ne savent pas porter plainte, qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne sont pas forcément informés non plus de ce phénomène d'agression en France. Et donc, ce sont les cibles faciles. Ce sont aussi des femmes qui se font agresser. Parce qu'en fait, on a cette image de femmes, on va dire, fragiles, frêles, qui vont pas se défendre. Voilà, à mon avis, ce sont les principales raisons. C'est effectivement le supposé cliché qui disent que les éthiques ont de l'argent sur eux, alors que bon, les personnes qui se sont fait agresser, elles n'avaient pas énormément d'argent sur elles. Et maintenant, les gens font de plus en plus attention. Il y a aussi quelque chose que vous m'aviez évoqué quand on avait préparé cette conférence. Oui. Vous m'avez parlé de rites initiatiques presque pour certaines bandes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait? Oui, effectivement, selon des enquêteurs, hein, ils ont dit qu'en fait, maintenant, se faire un chinois, c'est devenu un rite initiatique pour entrer dans une bande. Effectivement, c'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir être dans une bande, il fallait se faire un chinois. Et plusieurs agresseurs l'ont confirmé. Ils ont dit, voilà, moi, on m'a dit, tiens, lui, il y a un chinois là-bas, bah, tiens, vas-y, va le tabasser. Et en fait, c'est devenu effectivement un rite initiatique. Donc, en fait, c'est une sorte de bizutage. Voilà. Si tu veux être dans une bande, si tu veux intégrer la bande, bah, il faut que tu te fasses au moins un chinois. Je vais donner la parole à Rui qui nous a attendu patiemment. Alors, Rui, je crois que vous aviez été assez actif au moment des manifestations de 2016, après la mort de Zhang Shaolin. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous faire un point d'étape par rapport à ce qu'on a connu en 2016, cette communauté chinoise qui se soulève, en tout cas en partie, qui dit sa peur aussi d'être agressée, sa peur des violences. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de cette communauté? Je pense notamment dans des villes d'Île-de-France, à Aubervilliers, à Pantin ou d'autres. Est-ce que la peur est toujours là? Est-ce que rien n'a changé selon vous? Alors, depuis, je dirais depuis 10 ans, ces phénomènes de violence qu'on a connus dans le quart nord-est de Paris, Paris intramuros et quart nord-est, Paris extramuros, n'a pas, alors comment dire, a été mieux traité pendant un moment, puisque les quelques groupes qui se sont spécialisés dans l'agression, parfois pour l'argent et parfois gratuite de personnes asiatiques, ces quelques groupes ont été arrêtés. Et quand on sait que ce sont des groupes qui commettent peut-être plusieurs dizaines de méfaits par an, quand vous les laissez dans la nature, eh bien, c'est plusieurs dizaines de victimes par an. Et puis quand vous les arrêtez, ça, vous voyez, ça en fait moins. Et si 5-6 groupes sont arrêtés, eh bien, le phénomène change statistiquement. Déjà, il y a ce changement-là. Mais il faut être extrêmement vigilant parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui intégré comme une sorte de rite initiatique. Donc, quand le gars de 19 ans soit est arrêté, soit arrête par lui-même hein, ce type d'agression, eh bien parfois, en fait, il a donné l'exemple et le gamin qui a 14 ans va envisager de suivre ses pas. Donc, il y a ce phénomène-là et il faut être extrêmement vigilant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le quart nord-est de Paris et intramuros, extramuros, ce phénomène fait que on n'a plus envie, les gens n'ont plus envie d'habiter dans ces endroits. Ils cherchent, s'ils ont les moyens financiers, matériels, ils cherchent à déménager.
Donc ça, c'est vraiment une conséquence que je vois, notamment au quartier Quatre Chemins, plutôt Aubervilliers que Pantin. En fait, Quatre Chemins, c'est un quartier qui est à cheval entre ces deux villes-là, d'Aubervilliers et de Pantin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles d'origine chinoise qui veulent partir de ces endroits en vendant ou en disant à leurs propriétaires, bon, bah, j'arrête. On observe plus ou moins le même phénomène également à La Courneuve, mais vous voyez, c'est extrêmement triste parce que souvent, ce sont des enfants qui ont grandi là et ce phénomène de sentiment d'insécurité les oblige à faire le choix de partir. Ça ne devrait pas être ces gens-là, ces victimes qui doivent partir, vous voyez. Enfin, ce que je souhaite ajouter sur ces endroits-là, c'est que au fur et à mesure, on remarque que il y a quand même des gens qui s'intègrent, qui commencent à maîtriser leur environnement, tissent des liens, et parfois ce sont ces liens qui permettent de prévenir des tensions. Et ces liens, c'est quoi? Ce sont des liens de voisinage, ce sont des liens avec certains représentants, parfois des institutions, ça peut être la mairie, ça peut être le commissariat, ça permet de faire de la médiation, mais ce sont des phénomènes qui nécessitent du temps, vous voyez, pour se faire. Alors, entre les différentes tendances, d'une part, la peur et donc l'envie de partir, et d'autre part, ceux qui sont devenus propriétaires et qui n'ont pas envie de renoncer, qui n'ont pas envie de voir leur prix du mètre carré baisser, bon, bah, ils vont faire beaucoup d'efforts aussi pour tisser des liens et essayer de faire en sorte que dans les années à venir, ce type de phénomène n'existe plus. On n'entend pas. Voilà, je reviens. Alors, j'ai plusieurs juste remarques là, je vois au niveau des questions. Alors, je tiens à dire à Sajé Paterlop qui nous dit qu'on met sous le tapis la question, non seulement pas du racisme, mais des violences entre communautés. On va y venir dans la deuxième partie, donc un petit peu de patience. Autre question, alors c'est une remarque, on nous dit aussi qu'on dit bien le virus chinois, mais aussi la grippe espagnole, par exemple, ainsi que d'autres virus qui ont été associés directement à leur origine géographique, variants sud-africains, brésiliens. Voilà, c'était une remarque de Monsieur Lafitte. Je regarde si j'ai d'autres questions qui nous parviennent. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Alors, si, peut-on avoir des faits bien analysés et bien documentés, du type police, Pharos, plutôt qu'un ressenti plus ou moins bien formulé et forcément subjectif. Je vais voir ça directement avec Son Lethan. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les violences, on a des statistiques qui visent la communauté asiatique ou c'est très compliqué? Alors, c'est très compliqué parce que vous savez très bien que classer les personnes en fonction de leur origine ethnique est interdit en France, donc c'est très difficile à le faire. Le chiffre d'une agression tous les 2 jours que je vous ai donné tout à l'heure, comment on a procédé? On a procédé de cette manière-là. On a d'abord pris les nationalités des victimes. Donc, en fonction des gens qui se font agresser, voilà, ils sont japonais, ils sont vietnamiens, ils sont chinois. On a pris leur nationalité. Dans les plaintes, on a le droit on prend les nationalités. Ensuite, on a pris aussi également les personnes qui ont une consonance, dont le nom a une consonance asiatique. Donc, elle s'appelle Lin, elle s'appelle Tan, elle s'appelle Wang. Voilà. Donc, on a pris ces noms-là. Et à partir de ces 2 éléments-là, on a réussi à avoir ce chiffre d'une agression tous les 2 jours. Ce qui signifie que Madame Dupont, qui est d'origine chinoise, d'apparence chinoise, qui s'est fait agresser et qui est de nationalité française, ne rentre pas dans ces statistiques-là. Ce qui montre qu'en fait, le phénomène est beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça que, voilà, effectivement, on n'a pas de chiffres. Concernant Pharos, effectivement, c'est une plateforme qui est assez récente. Et en plus, les Asiatiques ont l'habitude de ne pas porter plainte. Donc, si vous ne portez pas plainte, vous ne rentrez pas dans les chiffres. C'est pour ça que nous, le comité sécurité pour tous, il insiste pour que les gens aillent porter plainte. Parce qu'à partir du moment où vous portez plainte, vous alertez les pouvoirs publics, vous rentrez dans les chiffres et on aura une ampleur du phénomène. Voilà, ce sont les 2 éléments. Concernant également le virus, effectivement, il y a eu la grippe espagnole, effectivement, mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un Anglais se faire agresser parce qu'il y avait le variant anglais. Je n'ai pas entendu de Brésilien qui s'est fait agresser parce qu'il y a eu un variant brésilien. Voilà, donc effectivement, il y a eu des noms
on a donné des nationalités à des virus, mais la grippe espagnole, c'était au début du XXe siècle. Là, avec le phénomène en fait médiatique où tout, on est dans un environnement anxiogène et tout, effectivement, dire que le virus est chinois, ça crée en fait des raccourcis et qui peuvent entraîner des violences. Merci Sun Letton. Alors, on va enchaîner directement avec la deuxième partie. Cette fois, on va quand même donner la parole à Yaran Chuang. C'est à votre tour. Alors, deuxième partie, on va commencer par se pencher sur les phénomènes culturels, sociaux, historiques, politiques qui peuvent en partie peut-être donner des pistes pour comprendre pourquoi ce racisme. Avant ça, d'abord, je voudrais revenir sur la notion de minorité modèle avec vous. Alors, le chinois, vous êtes bon en maths, vous êtes asiatique, vous réparez les ordinateurs, vous êtes discipliné, vous travaillez bien, vous êtes intégré, vous ne faites pas de bruit. Tout ça, est-ce que derrière ce stéréotype qu'on peut dire positif, ça peut sous-tendre des choses beaucoup plus négatives? Je sous-entends, par exemple, vous êtes discipliné, vous êtes discret, ça veut dire que vous cachez quelque chose. Est-ce qu'il y a tout un ensemble de préjugés pires, finalement, qui peuvent émerger de ces clichés-là? Oui, moi, j'aimerais bien plutôt placer ce genre de stéréotype dans le trajectoire migratoire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de minorité modèle, qui est un stéréotype très, très observé dans différents pays occidentaux, en fait, on ne parle pas de la même chose. Donc, par exemple, aux États-Unis et en Angleterre, où il y a une immigration de l'Asie de l'Est, arrive depuis un peu plus longtemps, dans les années 30, 40, 50, et avec beaucoup des immigrés très diplômés. Donc, effectivement, eux, ils sont perçus comme une minorité modèle parce que beaucoup sont déjà arrivés avec un capital culturel important et qui ont bien réussi dans le système scolaire. Et, alors qu'en France, en fait, on a une migration chinoise et asiatique un peu plus récente par rapport aux États-Unis ou en Angleterre. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, statistiquement, ce n'était pas facile d'estimer leur réussite scolaire, mais par contre, on peut constater un entre-soi économique très important, dans le sens qu'il y a beaucoup des immigrés qui sont entrés dans des secteurs entrepreneuriats qui sont traditionnellement consacrés pour des étrangères. Par exemple, le textile, qui a toujours été un secteur très, très important, engagé par des immigrés, dont des juifs d'hier et aujourd'hui des chinois asiatiques, des turcs, des sri lankais, etc. On sait aussi de plus en plus des chinois ont repris des parcs tabac qui sont auparavant occupés par beaucoup des entrepreneurs appartenant à l'immigration nationale, c'est-à-dire des Auvergnats, par exemple, des Auvergnats ou Bretons qui ne viennent pas de la région parisienne, mais qui ont consacré une solidarité ethnique. Donc, en fait, ce qui fait qu'on pense que c'est une minorité modèle, mais en France, je pense que quand on parle de minorité modèle, il y a une association encore plus importante avec le fait avec la richesse, en fait. Et donc, et derrière tout ça, du coup, effectivement, du coup, ce qui donne aussi une association sur le fait que, puisqu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la cuisine interne de tous ces filières, donc il y a une concentration ethnique importante dans ce secteur économique, qui est un secteur économique parfois transnational, parce que beaucoup de grossistes de textiles, ils ont aussi pu profiter de l'augmentation de production, de la croissance économique en Chine depuis les années 80, 90, les années 2000. Donc tout ça, ça a participé à une histoire à une sorte de cliché ou de stéréotypes ou de préjugés sur une population qui sont organisées autour d'une activité économique, une filière économique, mais tout à fait opaque. Je pense que ça, c'est une raison importante pour comprendre d'où vient le stéréotype et le cliché sur les minorités asiatiques, sur les minorités modèles asiatiques, mais très incarnées, très associées avec la richesse, et la richesse qui paraît inexplicable, mystérieuse, peut-être même illégitime, on pourra dire, dans certaines façons d'interpréter ça. Et voilà.
Justement, sur ce côté opaque que vous évoquez, alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que la communauté asiatique, les communautés asiatiques, n'ont pas peut-être à un moment fait en sorte n'ont pas été assez actives pour déconstruire justement cette image de l'entre-soi, du communautarisme, le fait aussi peut-être de ne pas toujours être très présent dans la vie citoyenne, la vie publique. Voilà, je voudrais savoir si ça a pu y contribuer et est-ce que les choses peuvent changer. Je vais poser cette question à Lin Lan d'abord, qui n'a pas parlé depuis un certain temps. Attendez, je vais réactiver. Ah, il faut que je réactive le micro. Lin Lan, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Mais je me disais, en fait, j'ai lu ce qu'a écrit Yahan sur justement l'entre-soi et le communautarisme, et je trouvais que ton interprétation, Yahan, était super, super intéressante. Le fait que quand des personnes essayent de se réunir, de survivre et de s'organiser en ne connaissant pas la langue, il est naturel, voire normal qu'elles restent entre elles pour construire des ponts de solidarité et de rester entre elles. Et ce qui est vu comme normal chez certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas intégrées, finalement, ce n'est pas forcément la société française qui va les intégrer de suite, et ben on jette l'opprobre sur ces groupes en fait, qui essaient de s'organiser et qui restent entre eux alors qu'ils essaient juste de survivre. En fait, c'est des personnes qui restent entre elles par nécessité ou par survie sont vues comme communautaires, alors que voilà, enfin, je ne sais pas si tu me le confirmeras, Yaran, mais c'est assez injuste en fait. Yaran? Oui, en fait, c'est une grande question, on déconstruit le stéréotype. En fait, le problème, c'est que pour pouvoir déconstruire le racisme, il faut d'abord être armé pour reconnaître le mécanisme du racisme et ensuite avoir la puissance, le pouvoir d'agir pour combattre contre toutes ces oppressions, la stigmatisation. Alors que pour les immigrés primo-arrivants, je pense que il y a deux profils importants. Tout d'abord, ceux qui sont arrivés dans les années 70 en tant que réfugiés. Donc ça, c'est plutôt des populations qui sont reconnaissants par rapport à l'État français, par rapport à toutes les politiques d'accueil de réfugiés. Deuxièmement, du coup, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, dans les années 80, on prononce la Chine, République populaire de la Chine. Du coup, certaines parties d'entre eux, ils ont quand même vécu des longues années dans la situation irrégulière. Et quel que soit le profil, qu'on soit arrivé en tant que réfugié ou en tant que travailleur immigré dans des situations clandestines, en fait, on est tout le temps vivre à la merci de l'État français en tant qu'immigré, ce qui est une situation partagée par d'autres immigrés, par ailleurs, qui n'est pas propre aux Asiatiques. Et donc, dans ce sens-là, en fait, c'est le fait d'être imprimé, d'avoir ce sentiment de honte. Parce que vraiment, j'ai rencontré beaucoup de gens sur le terrain qui m'ont dit que j'ai la honte d'être étranger ici. Donc, déjà, en soi, je pense que psychologiquement, ce n'est pas facile de reconnaître le racisme et d'avoir l'énergie de combattre, de se combattre. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus oublier que je pense que pour les diasporas chinoises ou asiatiques, je pense que je parle surtout des Chinois parce que je suis plus familier avec cette population. Et je pense que pour eux, du coup, venant d'un contexte politique plutôt autoritaire où ce n'était pas facile de s'exprimer, où les citoyens n'ont pas vraiment le droit de contexter, d'aller dans la rue, plus le fait d'avoir des handicaps linguistiques, encore plus le fait de rester dans un entre-soi économique qui structure les relations sociales, y compris la socialisation politique. Je pense que tous ces facteurs conjugués ensemble, ça rend la résidence vraiment, vraiment pas facile. Mais heureusement, voilà, leurs enfants, quand Sunny, qui sont présents ici, voilà. Justement, je voudrais poser la question à Sunley Tan, parce qu'hier, on en a parlé au téléphone. Là, vous faites vraiment aussi une différence entre les générations. Vous m'aviez parlé justement de cette génération au début qui ne pensait qu'à travailler et la deuxième qui est beaucoup plus vocale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, moi, ce que je vous ai dit hier, c'est qu'en fait, les communautés asiatiques, ils ont 20 ans de retard par rapport aux communautés africaines, en fait, aux immigrés africains. La communauté, enfin,
les Français d'origine africaine sont arrivés dans les années 60, dans les années 50. Nous, la plupart des Asiatiques de France sont arrivés à partir de la fin des années 70. Donc, on a forcément 20 ans de retard dans l'intégration, 20 ans de retard aussi dans l'intégration, on va dire, citoyenne, nationale, et 20 ans également de retard dans l'intégration politique. Mais là, on voit quand même des gens, des politiques qui commencent à émerger. On a des élus, on a Rui qui est élu. Moi, j'ai été élu aussi il y a quelques années. On a une prise de conscience d'une citoyenne qui commence à apparaître. Voilà. Donc, et puis, en parlant pour revenir sur l'entre-soi, et moi, je voudrais juste faire une petite remarque. Quand vous allez à Londres, vous voyez, les Français, ils sont toujours entre eux. Donc, quand on est dans un pays étranger et qu'on n'est pas très bien l'endroit où on est installé, forcément, on va vers des personnes qui nous ressemblent. Donc, effectivement, vous allez à Londres, vous allez à Sydney, vous allez voir, les Français sont contre eux. On entend des groupes qui parlent français contre eux. Et c'est rare qu'on voit des Français qui vont, au fur et à mesure, ils vont intégrer forcément d'autres communautés, mais au début, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils restent entre eux. Alors, je voudrais évoquer justement un sujet dont on en parle beaucoup là dans les commentaires, sur le racisme entre racisés. Alors, ce mot est assez laid de racisé, mais entre minorités. Aujourd'hui, est-ce que justement cet aspect minorité modèle, pour revenir dessus, ne crée pas une forme de jalousie, ne crée pas un décalage avec peut-être d'autres personnes racisées? Je pense notamment aux personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne en France. Et comment se passe cette cohabitation entre communautés? Roué Wang, j'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus, s'il vous plaît. Merci. C'est difficile de m'exprimer après Sunday parce qu'il dit tellement bien les choses que c'est dur de compléter. Juste avant de répondre à la question, je voudrais vraiment rebondir là-dessus, sur la question de l'intégration, voire de l'assimilation, parce que c'est souvent une injonction qu'on entend par-ci, par-là. Est-ce que vous avez le bon prénom? Est-ce que vous appelez Corinne ou je ne sais quoi? Et est-ce que vous vous mariez avec les autochtones français, c'est-à-dire normalement les Blancs? Alors que Sunday l'a très très justement souligné, quand vous allez à l'étranger, les Français restent entre eux, mais en réalité, c'est le propre de tous les migrants. Ils essayent de se regrouper dans une communauté, dans un groupe dont ils maîtrisent les codes, et ça leur permet de mieux survivre. La France qui est championne en injonction de l'intégration, c'est elle qui construit toutes les écoles françaises à l'étranger, et c'est le must d'envoyer ses enfants à l'école française, alors que je souligne bien qu'en France, les enfants vont à l'école de la République, quelle que soit l'origine étrangère et la langue des parents, sauf quand on vient d'un milieu extrêmement aisé. Alors là, on peut intégrer les écoles internationales. C'est vraiment très très important de souligner ce point, et je finis. Je crois que les Français ne sont pas les meilleurs à apprendre les langues du pays à l'étranger. Voilà. Maintenant, pour revenir sur ce point qui a été évoqué, c'est-à-dire la peut-être concurrence entre les minorités. Encore une fois, c'est très intéressant de savoir sous quel prisme on analyse la chose. Est-ce que c'est ne serait-ce pas tout simplement en fait une forme de crise entre pauvres, ou de concurrence entre pauvres, entre personnes qui sont en situation socialement de dominer, parce que la société fait qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas assez de boulot, il n'y a pas assez de ressources économiques. Et donc, les enfants qui grandissent dans des quartiers paupérisés, qu'on appelle aussi les moins favorisés, peuvent parfois être amenés à utiliser la violence physique. Et en fait, on parle surtout dans ces cas-là de la violence physique pour ce qui concerne la concurrence, entre guillemets, entre les minorités. Alors que quand les cercles dominants qui détiennent le capital culturel peuvent faire des injonctions, tout à l'heure je parlais bien d'injonctions, ce genre de violence est tout simplement oublié. Vous voyez? Donc, c'est assez je trouve, simpliste de dire qu'en réalité, il n'y a
qu'une concurrence ou des agressions entre minorités. Mais bien sûr, après, je dirais bien sûr qu'il peut se passer parfois des mots durs, des agressions où la victime est asiatique et l'agresseur est parfois une ancienne victime, victime avant du colonialisme. Oui, ça peut arriver. Mais c'est un choix que de se focaliser sur ce prisme-là. Et ce choix-là nous fait oublier tout le reste des violences qui existent dans la société et surtout la violence de ceux qui sont puissants envers ceux qui ne le sont pas. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Lin-Lan, il faut activer le micro. On a été très choqués par cet appel à la violence sur Twitter qui disait bon, j'appelle tous mes Noirs et mes Maghrébins à tabasser des Chinois. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le racisme, effectivement, comme le dit Rui, ça fait partie de toutes les strates de la société et de tous les groupes, en fait. Et je pense que ce serait se leurrer que de dire bon, ben, le racisme, ça va être que entre telle catégorie et telle catégorie de personnes. Je pense que personne n'a je pense que tout le monde peut être raciste et malheureusement des personnes racisées, donc elles-mêmes victimes de racisme, mais qui ne s'en rendent pas compte parce que le racisme, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Donc on peut être soi-même, par exemple, noir, maghrébin ou asiatique et être raciste. Donc je pense que c'est pas très pertinent de dire qu'il y a des catégories de personnes qui sont plus racistes les unes que les autres. Et je le vois souvent qu'il y a un problème parce que quand on parle d'agression envers les Asiatiques, il y a des personnes qui vont mettre en commentaire bon, ben, regardez, intéressez-vous à l'origine des agresseurs. Mais ça, je trouve que ça ne fait pas avancer le schmilblick, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à comment résoudre le racisme dans son ensemble, plutôt que de se dire bah, tiens, c'est telle catégorie ou telle catégorie qui est plus raciste qu'une autre. Voilà. Merci, Lina. Je voudrais revenir sur un aspect dont on parle moins, mais peut-être l'aspect aussi géopolitique. Alors, c'est souvent la Chine qu'on a comme ça en effet miroir, avec cette puissance montante également de l'Asie, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Le sentiment peut-être aussi de déclassement qu'on peut avoir en Occident, la peur du Parti communiste chinois, la crise des Ouïghours, le génocide contre les Ouïghours, en tout cas, il y a de plus en plus d'éléments. Est-ce que ces événements, finalement, internationaux, en dehors de la pandémie, influent, font peur également aussi, ici, notamment en Occident et particulièrement en France? C'est pour qui la question? Alors, qui veut? Non, j'ai vu qu'il y a effectivement, je sens en fait, mais de façon totalement empirique, une sorte de guerre froide entre l'Occident et l'Asie dans la façon dont les dirigeants effectivement parlent de l'Asie. Par exemple, on sait que Donald Trump, il était vraiment dans une guerre commerciale avec Xi Jinping, et c'est pour ça qu'il ne va pas hésiter à employer du vocabulaire assez fort, du genre virus chinois, la Chine, le pouvoir de la Chine. Et je pense que finalement, les médias occidentaux vont quelque part reprendre un petit peu ce vocabulaire. Donc, il y a cette idée d'une Chine ultra puissante qui fait un petit peu peur, quoi. Ça, on le voit bien dans les médias. D'ailleurs, en parlant de médias, on a une question de Claire. Claire qui nous dit « Le 18 novembre, on lisait dans l'édito du Parisien « Il ne faudrait pas que le virus venu de Chine préfigure le règne des échoppes de cuisine chinoise à emporter. Demain, nous voulons encore manger avec des fourchettes, pas seulement avec des baguettes. Attaque raciste dans un quotidien national passé presque inaperçu. Lin Landau a été une des rares journalistes, je vois que vous opinez du chef, à avoir réagi sur les réseaux sociaux. Comment expliquer cette absence de consternation, notamment dans la sphère médiatique ?» Oui, pour moi, en fait, pour moi, c'était sûr que j'ai envie de dire, mais c'est quoi le rapport entre la multiplication des échoppes asiatiques et le coronavirus? Parce qu'au départ, je crois qu'il parle du confinement et du fait que, enfin, je sais pas. Enfin, voilà, je pense qu'en fait, tout le monde n'est pas conscientisé. Et là, je reviens au manque de représentativité des minorités dans les médias et au manque de diversité. Si on a des éditos comme ça, c'est vraiment parce qu'il on a des personnes qui sont éduquées, entre guillemets, mais parfois racistes à la tête des médias, il faut le dire.
En fait, moi-même, dans mon cursus à Sciences Po, j'ai un professeur qui était très ami donc, avec cet auteur d'édito et qui m'avait dit bon, bah, même si vous n'êtes pas française, bah, faites un effort. Même si le français n'est pas votre langue maternelle, faites un effort. Donc, voilà, ça prouve bien qu'au sein des médias, il y a vraiment un travail à faire sur comment traiter l'actualité et comment parler des étrangers. Il y a des façons très, très méprisantes de parler des Asiatiques, de la Chine, et cet édito du Parisien, c'est une preuve flagrante, quoi. Question de Diana Pambou. Que pensez-vous de la alors elle ouvre les guillemets, de la non-reconnaissance du racisme asiatique, dans le sens où beaucoup pensent que ce racisme n'existe pas car peu de visibilité? En fait, ça nous permet de rebondir peut-être sur la question aussi des grandes luttes, effectivement, antiracistes de ces dernières décennies. Je pense à SOS Racisme, à la LICRA. On a l'impression, effectivement, pendant longtemps, que ce thème a été passé sous silence. Yaran Chuang, est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous apporter sur ce sujet? Sur l'impensé du racisme anti-asiatique, c'est ça? Sur le fait, en fait, qu'on a l'impression que cette notion a vraiment été passée sous silence de la part des grandes luttes antiracistes depuis les années 80, en fait. Oui, encore une fois, il y a toujours la question démographique, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80, numériquement, les personnes asiatiques ne sont pas suffisamment importantes. Ensuite, du coup, comment un phénomène social peut devenir un problème public qui intéresse les organes antiracistes? Là, je pense que d'une part, effectivement, il n'y avait pas encore une prise de conscience de la part des victimes eux-mêmes qui ont pu faire en sorte que ça devienne une question importante pour les organes antiracistes du mouvement antiraciste. Et d'autre part, donc pour les c'est entre-soi économique qui finalement qui renforce aussi l'entre-soi de l'action publique politique, fait qu'il y a une distance sociale très importante entre le champ des mouvements racistes, des mouvements antiracistes de gauche avec les populations des immigrés asiatiques. Donc, je pense que c'est derrière les impensés épistémologiques, des ignorances épistémologiques, il y a aussi des questions réelles de distance sociale au sein de champs militants. D'ailleurs, en parlant de ça, là, il y a une question de Manon Benlolo. Bonjour, j'ai une question par rapport à ce que disait Yarwan Chang sur les migrations et le travail. Y a-t-il des syndicats en France qui s'intéressent à la défense des travailleurs et des travailleuses asiatiques qui, justement, sont majoritaires dans certains milieux du travail? Et si ce ne sont pas des syndicats dits traditionnels, avez-vous eu écho de mobilisation collective sur la question du travail? Enfin, un petit pas de côté, mais la question est intéressante. Ah, d'accord. Oui, ça c'est une question que j'ai beaucoup traitée quand je faisais la recherche, l'enquête de terrain pour ma thèse. Donc, effectivement, les syndicats CGT sont amenés à rencontrer beaucoup de travailleurs chinois dans le cadre de mouvement sans papier entre 2009 jusqu'à 2012-2014. Il faut dire qu'auparavant, c'est une population qui est très difficile à toucher, même pour le syndicat. C'est pas que ici, on pourra dire que du coup, ces questions entre le syndicat et les travailleurs immigrés, c'est un peu similaire à ce que je viens de dire sur la distance sociale entre les organes antiracistes et les immigrés asiatiques eux-mêmes. C'est-à-dire que la distance sociale elle est énorme. Elle est structurée sur l'univers du travail, mais aussi sur l'univers des barrières linguistiques culturelles. Mais à partir de 2009, du coup, ça a beaucoup renforcé et que une fois le contact a été pris, donc ça a permis aussi le syndicat de mieux comprendre des questions particulières pour les travailleurs asiatiques qui sont souvent dans des structures de petites entreprises familiales, qui est effectivement très différent par rapport à ceux qui sont posés dans la grande structure. Donc, il y a beaucoup d'avancées depuis 2009, grâce à la prise en conscience des droits des migrants. Alors, je vais passer à la troisième partie qui concerne justement, on va rester dans le cadre de la lutte, des outils à disposition. Alors, la première chose qu'on constate vraiment là depuis quelques années, c'est l'utilisation massive des réseaux sociaux. Alors, peut-être même encore plus
2010, quand il y a eu les premières grandes manifestations. Je vais poser la question à Lin-Lan, qui est notre social networker en chef. Lin-Lan, est-ce que tu penses que c'est vraiment une rupture importante, cette apparition des réseaux sociaux dans la mobilisation? Ouais, je pense que justement, par exemple, un exemple flagrant, c'est le hashtag Je ne suis pas un virus. Alors, c'est pas nouveau ce genre de hashtag, parce que je sais que pendant l'épidémie d'Ebola, il y a des étudiants d'origine africaine qui avaient fait un hashtag similaire pour dire ben voilà, c'est pas parce que je suis noire que je suis porteur d'Ebola. Donc pareil, donc c'est des jeunes asiatiques en France qui ont lancé ce hashtag Je ne suis pas un virus. Et ce qui est bien, c'est que comme on a une jeune génération qui est conscientisée à propos du racisme anti-asiatique, c'est une génération qui sait se mobiliser sur les réseaux sociaux et qui sait finalement attirer l'attention des médias. Donc, après ce hashtag, il y a pas mal de militants contre le racisme anti-asiatique qui ont été contactés par des médias pour parler justement de ce phénomène pendant le Covid. Et c'est fou, c'est-à-dire que créer un hashtag sur Twitter et créer un trending topic sur Twitter, c'est une nouvelle façon de militer. Et je remarque aussi qu'il y a énormément de comptes sur Instagram qui permettent de se familiariser avec les concepts d'antiracisme. Et ça permet à des jeunes qui ont la quinzaine, vingtaine, enfin des jeunes super vénères, de véhiculer leurs idées et de dire voilà en quoi jaune c'est pas un adjectif qui est bien, de réveiller un petit peu les consciences. Et ça, je vois que c'est vraiment une nouveauté. Donc là, je pense que la dimension temporelle, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'on a ces premières générations asiatiques qui essayent de survivre en France, donc qui ne sont pas forcément très conscientisés ou très politisés. Et on a ces deuxièmes générations qui sont nées en France et qui veulent être considérés comme des citoyens français à part entière et qui ne vont pas hésiter, entre guillemets, à ouvrir leur gueule pour se faire entendre. Ajouter quelque chose? Bien sûr. La génération de nos parents vient d'une éducation dans laquelle il fallait mieux ne pas trop dénoncer, parce que ceux qui ouvraient trop leur gueule, en fait, soit ils finissaient au camp, soit ils disparaissaient. Hein. En ce qui concerne au camp, enfin en ce qui concerne la Chine, d'autres pays aussi. Pas que la Chine, pas que la Chine. Oui, oui. Bah oui. Il y a quelque chose de très culturel dans le fait de ne pas exprimer, entre guillemets, ce que l'on pense. Mon père, il m'avait dit qu'il valait mieux avaler des couleuvres, et c'était son système de survie que je respecte totalement. Enfin, je ne critique pas du tout le fonctionnement des anciennes générations, mais c'est un constat qu'on peut faire effectivement que culturellement, ce n'était pas pareil. Sunlé, vous êtes d'accord avec ça? Exactement. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est aussi l'apparition d'un féminisme asiatique, une prolifération de comptes Instagram, Sorasi, enfin, qui mettent en avant la femme asiatique et qui cassent le cliché en fait de la femme asiatique un peu, vous savez, geisha, que certaines personnes ont l'image. Et je trouve ça très, très positif. Et donc, il y a pas mal de militantes asiatiques qui travaillent sur ça. C'est très, très bien. J'ai même vu qu'il y avait un compte LGBT qui s'est créé sur Instagram. Donc, c'est vraiment… voilà, on rentre pleinement dans la citoyenneté. On a des gens qui sont citoyens et qui utilisent tous les outils de la citoyenneté pour se faire entendre. Ouais. Et un volet dont on ne parle pas trop, mais dans le racisme envers les Asiatiques, mais il y a la fétichisation sexuelle de la femme asiatique qui présente la femme comme soumise, bonne en massage, très sympa, qui fait très bien la cuisine, etc. Et ça, c'est encore un Roland de l'époque coloniale. Et ce sont des choses que de jeunes femmes asiatiques n'hésitent pas à dénoncer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à travers ces comptes Instagram, comme tu dis. Là, on est vraiment dans l'intersectionnalité, des choses qu'on voit aussi avec d'autres communautés. D'accord. Et alors, justement, que c'est tout le contraire, en fait, en réalité, les hommes asiatiques savent très, très bien faire la cuisine. Et mesdames, si vous voulez manger des bons plats, choisissez les hommes asiatiques.
Ayant vécu à Shanghai, je témoigne. Donc, pour les moyens de démystifier tous ces clichés qu'on peut avoir, ces préjugés, il y en a un, c'est l'autodérision. On voit ça pas mal en ce moment. Ah bah oui. Alors, je pense à Frédéric Shaw, qui a fait un peu d'autodérision. On le voit d'ailleurs ici à l'image. Il y a le youtubeur Le Rire Jaune. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui marche en fait? On joue encore un peu les victimes, mine de rien, quand on est dans l'autodérision. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, peut faire avancer les choses? Pas vraiment d'unanimité. Ah bah, alors, si je peux me permettre, l'autodérision, c'est vraiment, je pense, un art extrêmement subtil et c'est un art qui n'est pas agressif en fait envers l'autre et ça nécessite vraiment une très grande réflexion. Contrairement à un autre humour beaucoup plus, comme je dirais, raciste, c'est celui tout simplement de dégrader, d'attaquer. Et puis une fois qu'on est accusé de racisme, on dira c'était de l'humour. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que c'est une forme de micro-agression extrêmement courante, même parfois dans les grandes entreprises. Moi, j'entends parfois des cadres français d'origine asiatique qui se font parfois bousculer en entreprise par leurs collègues. Et quand c'est une personne asiatique parmi une foule de collègues, c'est difficile aussi de répondre et de se faire accepter sans rompre les relations avec ses collègues. Vous voyez? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par bousculer? Qu'est-ce que vous voulez dire par bousculer? Ça peut être justement des remarques désobligeantes, des blagues racistes en fait, mais quand on se plaindra, le collègue en question se défendra toujours en disant c'était de l'humour et toi si tu n'as pas ri à ma blague, c'est que tu n'es pas marrant. Vous voyez, ce genre de micro-agressions, en fait, on les retrouve tous les jours. Et d'ailleurs, ça peut faire partie des éléments qui créent ce plafond de verre. Donc, oui, bravo à ceux qui font de l'autodérision et aussi, ils expriment à travers cet humour leur point de vue et parfois, ils dénoncent les micro-agressions racistes. C'est ce que d'ailleurs dit Morgane qui dit « Manque de respect et d'un rabaissement déguisé en humour ». Oui, ça peut, oui, pour rebondir à ce que disait Rui, c'est la différence entre le racisme asiatique, qu'a connu le racisme asiatique pendant très longtemps, c'est qu'en fait, les racistes pouvaient se réfugier dans l'humour. Et donc, du coup, en fait, il était difficile de trouver une condamnation unanime de gens qui disaient, oui, je vous donne un exemple, hein, quand on me dit Mira avec un air un peu taquin, c'est du racisme, c'est de l'humour, c'est très compliqué en fait, c'est très compliqué. Et même si moi je ressens du racisme, c'est difficile de trouver l'unanimité des gens qui nous disent oui, c'est du racisme. Et oui, effectivement, c'est du racisme. Et ce qui me rend optimiste en fait, c'est qu'en fait, l'indignation, elle devient de plus en plus unanime. En fait, maintenant, effectivement, quand on dit que quelqu'un bol de riz, par exemple, on sait que c'est plus de l'humour et c'est vraiment du racisme. Ça fait penser à cette vidéo là qu'on voyait des Balkany, notamment Isabelle qui appelait son employé chinois grain de riz. À l'époque, on avait l'impression que ça passait. Aujourd'hui, c'est tout simplement du paternalisme en fait. Oui. J'aimerais rajouter juste, tu parlais de l'autodérision. Aujourd'hui, je crois que les milieux militants, ils sont assez partagés sur l'autodérision parce que est-ce que quelque part, refaire l'accent chinois quand on est soi-même d'origine chinoise, c'est pas une forme d'humiliation, de jouer le jeu des gens qui se moquent de nous? Moi, je ne suis pas trop contre l'autodérision parce qu'en fait, je pense à Elie Kaku qui faisait la mère juive, je crois, et qu'il y avait une sorte de tendresse parce qu'en fait, quand tu connais très bien ta communauté et tu connais bien les traits grossiers de ta communauté, et là, tu peux faire vraiment un sketch qui touche les gens et qui fait vraiment rire. Et je pense que là où il va y avoir un vrai problème, c'est que des personnes, par exemple, comme Gad Elmaleh ou Kev Adams, qui ne connaissent rien aux Asiatiques, vont véhiculer une image dégradante des Asiatiques, ressortir des vieux costumes de l'Antiquité, faire la yellow face, etc. Là, c'est un problème. Donc, je pense que à choisir, il vaut mieux passer par l'autodérision qui permet davantage un rire ensemble que rire des autres, en fait, des autres communautés.
La branche plus militante, est-ce qu'on va assez loin aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans une lutte un peu policée? Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, des actions plus coup de poing, plus fortes? Je sais qu'il y a des tiraillements aussi, même au sein de la communauté, sur la façon d'agir, sur la façon de militer. Yaran, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, oui, effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la question du racisme anti-asiatique a été surtout remarquée par l'agenda public à travers le cas des agressions visant les populations chinoises ou des gens perçus comme chinois. Donc, ça a créé un noyau de militantisme très central, focalisé autour de la question des agressions et du racisme anti-chinois. Mais aujourd'hui, surtout, il y a un grand tournant après 2020, à partir de Covid, qui fait visibiliser d'autres dimensions plus subtiles du racisme asiatique, de stéréotypes concernant toutes les personnes asiatiques, y compris des questions de microagression qui a commencé à discuter en 2017, après la mort de Zhang Shaoli, mais qui était devenu omniprésent à l'échelle globale, internationale, partout dans le monde, sur la question anti-asiatique. Donc, la lutte aujourd'hui, elle est dans tous les niveaux. Il y a surtout la question des agressions, ça reste une question assez, un sujet politique assez pointu qui concerne beaucoup à la fois le contexte urbain, mais aussi la question de délinquance juvénile. Mais également, je pense que ça n'empêche pas d'autres luttes et d'autres populations qui ne sont pas forcément d'origine chinoise, mais qui se sont concernées par tout le type de stéréotypes, de participer à enrichir le débat sur la question du racisme anti-asiatique avec un S, voilà, pour montrer les différents visages, les différentes échelles de tous ces racismes. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Je dirais que la violence n'est jamais la solution. Parce que j'ai des gens qui me disent, mais est-ce qu'il faut en arriver à brûler des voitures pour se faire entendre ou à faire de la casse je pense que non. Je pense que, en fait, c'est bien qu'il y ait aujourd'hui plusieurs mouvements militants, plus ou moins radicaux, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas un militantisme dans le racisme anti-asiatique. Enfin, il n'y a pas un militantisme nulle part. Enfin, il n'y a qu'à voir comment les féministes ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Je pense que dans le racisme anti-asiatique, c'est un petit peu pareil. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins radicales. Mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse s'entendre. Bon, voilà, il y en a qui vont se focaliser sur l'aspect sécuritaire, il y en a qui vont se focaliser sur l'aspect intersectionnel. Mais ce qui est important, c'est que voilà, chaque association ou chaque courant n'ait pas vocation à représenter tous les Asiatiques, que chacun parle de sa sensibilité et soit écouté. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la justice. D'ailleurs, on a des résultats au niveau judiciaire. Je vous donne un exemple. Il y a eu en 2019 4 auteurs qui ont agressé une trentaine de femmes asiatiques. Ils ont été arrêtés, ils ont eu des peines exemplaires. Et là, on parlait pendant la crise du Covid en novembre, où en fait, il y avait une série de tweets un peu faisant appel à la haine. Là, on a appris qu'en fait, les auteurs ont été retrouvés et qu'ils vont être jugés. Là, le 24 mars, il y aura le procès des auteurs. Donc, comme quoi, le fait d'aller porter plainte, le fait de se faire porter partie civile, pardon, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a dit oui, effectivement, la justice ne sert à rien, mais si on ne porte pas plainte, effectivement, la justice ne servira à rien. Donc voilà, moi, c'est le message que je veux marteler, c'est qu'il faut aller porter plainte. N'hésitez pas, quand vous avez un tweet faisant appel à la haine, signaler sur Pharos. On a des outils, en fait, on n'est pas obligé d'être violent, on a des outils qui fonctionnent à condition de les utiliser. On a justement une question de Martien Cohen. Quelle part doit-on exiger de l'État dans la lutte contre le racisme ?
et quelle part doit-on souhaiter et activer de la société en travaillant avec les mouvements de cette société? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça nous permet de rebondir quand même effectivement, sur le rôle de l'État. Aujourd'hui, vous êtes un Asiatique, vous vous faites agresser sur le chemin du travail dans une ville, alors je pense aux villes qui sont limitrophes du 13e arrondissement, parce qu'on en parlait hier avec vous à Senley, ou à Aubervilliers ou ailleurs. Est-ce que quand vous arrivez au poste de police, vous êtes vraiment écouté? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sensibilisation supérieure à ce qui se passait il y a encore 10 ou 15 ans? On commence à être écouté. Effectivement, oui, il y a une sensibilisation. On a des réunions assez régulières avec les différents pouvoirs publics, avec le procureur, avec le préfet. Il y a une sensibilisation, on va dire, institutionnelle du racisme anti-asiatique. Il existe. En 2016, Emmanuel Macron a pris la mesure déjà de ce racisme-là qui existe, certainement poussé par certains députés d'origine asiatique, parce qu'il y a quand même 2-3 députés d'origine asiatique qui poussent, qui sensibilisent en fait. Donc, les pouvoirs publics sont sensibilisés. Vous êtes d'accord Oui. Moi, j'ai envie d'ajouter un point quand même à toute cette histoire, c'est que, et vous aviez tout à l'heure évoqué, Baptiste, vous ne pouvez pas seulement considérer les questions racistes d'un point de vue franco-français. Il y a aussi un contexte international, et ce contexte international, c'est tout à l'heure, je crois que c'était Lin qui avait évoqué, c'était la guerre froide, une sorte de guerre froide ou une guerre économique entre la France, entre l'Occident et la Chine. Il y a beaucoup de leaders mondiaux qui ont parlé également, je cherche le terme, concurrence systémique. Oui. Je crois même que Joe Biden l'a repris à son compte à peu de choses près, ou rival systémique, en parlant de la Chine. Oui. Dans ce contexte-là, en fait, tout est bon pour dégrader ou le pays ou des personnes qui peuvent être apparentées à ce pays. Et forcément, en fait, les personnes d'origine asiatique, qu'elles soient citoyennes ou pas citoyennes françaises, sont des victimes collatérales. Et quand on veut, et j'ajoute un point, on parle beaucoup de fake news en ce moment. Vraiment, c'est parfois, il y a des fake news qui sont montées de façon inintentionnelle et d'autres qui sont montées de façon intentionnelle. Alors, c'est pas mon travail de vérifier les informations. Parfois, c'est vraiment invérifiable. Donc, on vit dans une époque où il y a un nuage d'informations. Il y a vraiment une volonté, je pense, quelque part, de certains pays ou de certains gouvernants de freiner l'émergence, pas seulement de la Chine, mais des pays asiatiques. Mais les fake news que vous évoquez, vous avez un exemple à nous donner, par exemple, sur les fake news? Alors, tout à l'heure, vous parlez des Ouïghours, mais c'est un sujet vraiment extrêmement compliqué aujourd'hui, mais je sais qu'il y a à la fois beaucoup de témoignages et à la fois beaucoup de fake news. On parlait tout à l'heure du virus chinois. Au début de la circulation du coronavirus, il y a eu énormément de fake news sur les usages alimentaires des Chinois, alors qu'en fait, il n'en était rien. Vous voyez et ce genre de fake news, ça laisse beaucoup de traces, ça laisse des blessures, et puis c'est repris plus tard. Quand on se promène à New York, il y a un musée qui s'appelle le Museum of Chinese Immigration in America. On voit des images, des posters qui datent du 19e siècle, et notamment l'époque où il y avait le Chinese Immigration Act, Chinese Exclusion Act, qui permettait en fait de diaboliser les Chinois. C'était un autre régime politique. Mais pourtant, le racisme n'a pas attendu en fait l'arrivée des communistes ou de la République populaire de Chine ou je ne sais quoi pour commencer. Vous voyez ? Donc, tout ça fait que nous baignons aussi dans un contexte international extrêmement compliqué où nous ne sommes pas forcément maîtres de tous les, de tous les enjeux. Alors, on a une question de la part de Jean Maud. Y a-t-il une convergence des luttes entre les organisations antiracistes asiatiques
Et les autres, par exemple, les collectifs antiracistes asiatiques participent-ils aux mobilisations du collectif Adama Traoré? Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Jean-Bou? Il y en a, il n'y en a pas. Parce que la lutte contre le racisme anti-asiatique, elle est diverse. Il y en a forcément qui vont se reconnaître dans le combat de la famille d'Adama Traoré, et il y en a qui ne se reconnaissent pas. Donc voilà, donc on n'est pas uniforme, hein. Il y a des gens qui vont forcément se reconnaître, d'autres qui ne se reconnaissent pas, comme il y a des Asiatiques qui votent à droite, comme d'autres qui voteront à gauche, d'autres qui voteront à l'extrême droite, ou d'autres qui voteront à l'extrême gauche. Donc on ne trouvera pas d'unanimité dans le combat, dans la manière de combattre le racisme. Par contre, on aura une unanimité pour le combattre. Par rapport aux associations antiracistes, justement, comment ça se passe, les relations? Vous avez des contacts avec elles? Je pense à SOS Racisme, à la LICRA ou à d'autres. Est-ce que c'est fluide aujourd'hui? Est-ce que vous êtes entendu? Alors, c'est très fluide. Nous, on a souvent des contacts avec des associations comme SOS Racisme, la LICRA. D'ailleurs, pour revenir au procès là, du Val-de-Marne, où en fait, on a eu les 4 auteurs qui ont agressé une trentaine d'Asiatiques, SOS Racisme, la LICRA, le MRAP se sont portés partie civile. Donc, il y a effectivement une prise de conscience des associations anti-asiatiques, des associations de lutte contre le racisme, qui ont pris en fait la cause du racisme anti-asiatique. De la lutte contre le racisme anti-asiatique, excusez-moi. Oui. La cause de la lutte contre le racisme anti-asiatique. J'apporte un point aussi, hein, c'est que il y a sur ce point-là énormément de changements entre avant la mort de Zhang Shaolin et après. J'ai moi-même été contacté par la LICRA pour intégrer la LICRA. J'avais dit oui, mais je suis vraiment absolument inactif dans cette association, donc c'est pas de leur faute, hein. Et puis SOS Racisme aussi a fait du boulot, donc je dois vraiment dire qu'il y a un énorme changement. Très bien, je regarde si on a d'autres. Yaran, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je voulais plutôt répondre sur la question de géopolitique. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je suis née et grandi à Taïwan, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des éléments présents, beaucoup d'éléments des rhétoriques anti-chinois aujourd'hui présents en France, en fait, je l'ai déjà bien connu à Taïwan dans les années 90, depuis les années 2000. Ce qui voulait dire que ce qui est difficile de résumer comme racisme à Taïwan, mais effectivement, il y avait déjà un climat xénophobe à Taïwan. Et je pense que derrière, du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les nations, voilà, les États-nations sont aussi des communautés imaginaires. Donc, des régimes, la pratique politique de régime, démocratique ou pas, autoritaire ou pas, le désir de liberté, la tolérance pour les autres, tout ça, ça s'inscrit aussi dans le frontière symbolique pour chaque État-nation. Ce qui était aussi le cas de Taïwan, parce que dans la rhétorique de nationalisme taïwanais, il y a beaucoup de rhétorique de la haine contre la Chine qui sont liées avec la question de démocratie ou pas, pour essayer de faire une frontière entre d'un côté un Taïwan démocratique contre d'un autre côté la Chine entre guillemets autoritaire, et qui sont aujourd'hui très très présents en France depuis 2008. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une peur sur la Chine hégémonique qui va devenir la reine, la norme mondiale d'un certain capitalisme autoritaire. Et voilà, je pense que, et dans ce côté-là, si on regarde, si on essaie d'examiner ce genre d'articulation entre l'ordre géopolitique et les émotions racistes projetées sur des populations citoyennes au sein de la société nationale, finalement, il y a comme un mécanisme similaire entre le racisme anti-chinois, entre la xénophobie et d'autres formes de racisme, notamment la islamophobie. Voilà. Merci, Erwan Chang. Question de Héloïse.
Sun Li, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Bonjour, pouvez-vous donner des références sur le féminisme asiatique que je trouve assez peu visible pour le moment? Si vous avez quelques noms peut-être à donner à Héloïse. Là peut-être, j'ai 2 comptes Instagram en tête. Il y a Sororasi, qui a été créé il n'y a pas longtemps, S-O-R-O, Soro, S-O-R-O-R-A-S-I-E. Et il y a le collectif PAF, P-A-A-F sur Instagram. Il y a aussi Être femme asiatique. Je ne sais pas si c'est exactement un collectif, mais voilà, il y a plein de petits comptes qu'on peut suivre. Et il y a aussi une initiative qui s'appelle Féminazie. super, super jeu de mots, mais Fémine, Asie, A-S-I-E, qui publie des articles sur le fait d'être femme asiatique. Très bien. Merci, Lin-Lan. Bon, écoutez, je pense qu'on a encore 5-10 minutes. Je voudrais juste voir aussi le travail qui peut être fait avec vous à l'école. Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de l'éducation dès la prime enfance pour sensibiliser à cette question du racisme anti-asiatique? Alors, il faudrait arrêter les comptines un peu idiotes qui imitent les accents. Alors, merci à toutes les personnes qui participent à l'élaboration du programme pour les enfants en bas âge. Moi, j'ai un gamin de 10 mois. J'espère vraiment pas retrouver ce genre de tontine quand il sera à la maternelle. Et ensuite, je pense que c'est un travail de vigilance de tous les jours. Parce qu'on a besoin, tout à l'heure, on l'a tous évoqué un peu, mais on a toujours besoin de désigner un autre. Et bien souvent, cet autre qu'on désigne facilement, qu'on agresse de façon physique, symbolique, facilement, c'est souvent le dernier arrivé. Et alors là, oui, les victimes peuvent aussi devenir bourreaux. Et donc, ce travail de vigilance de tous les jours, eh bien, ce sont des conférences, comme on fait maintenant, hein, ça devrait être le travail aussi de certaines vérifications dans la presse, dans l'élaboration des livres pour les enfants, pour les étudiants ou les élèves, pardon. Et ça nécessite des formations. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont délivrées par des associations antiracistes, mais je dirais que ça reste insuffisant. Moi, je dirais aussi que les menus proposés à la cantine sont aussi importants. Parce on va conclure avec la touche gastronomique, comme on avait commencé tout à l'heure. Oui, effectivement, parce qu'en fait, moi, je me souviens à la cantine, en fait, on mangeait du riz cantonais. Alors, c'était un riz qui n'était pas du tout cantonais, d'ailleurs, parce que c'était fait avec du riz, du riz de je ne sais où d'ailleurs, avec des petits pois, avec Je pense que c'est important qu'en fait, je me souviens qu'on mangeait du couscous assez régulièrement à la cantine. On mangeait pas mal de plats de différentes cultures, et c'est très important. Et nous, en fait, on avait le droit de manger asiatique que, en fait, le jour du Nouvel An lunaire. Donc, en fait, on nous proposait un menu chinois avec des décorations fait pour ça. Et en fait, je pense que c'est important. Et le dialogue, en fait, commence aussi par ce qu'on mange à la cantine. Et c'est vrai que ça cassera aussi tout ce qui est cliché par rapport à la nourriture chinoise, parce que le racisme anti-asiatique, il passe aussi par cette méfiance qu'ont certaines personnes par rapport à la culture, à la cuisine asiatique, qui est excellente, quel que soit le pays. Voilà. Et donc, c'est important que l'éducation passe aussi par les menus proposés à la cantine. Dans les médias, alors on en a parlé un peu avec vous, Lin-Lan, tout à l'heure, mais comment faire pour qu'aussi il y ait plus d'Asiatiques à la télé? On en voit très peu, mais même chez nous, les journalistes ou autres, et je dirais même par rapport à d'autres communautés, par rapport à d'autres minorités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, je pense que les mentalités sont en train de changer. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir 15% de diversité dans les médias, ce qui est assez peu, et c'est un chiffre en baisse. Ah bon? Je ne savais pas. Ouais. En fait, il y a deux choses. Déjà, il faut que les instances dirigeantes
fassent cette politique de mettre en avant des personnes racisées. Elles le font, elles ont commencé à le faire, hein. On l'a vu avec Harry Roselmack, Sébastien Follin, mais pour les personnes asiatiques, c'est pas encore ça, voire pas du tout. Bon, il y a Émilie Tranen-Nguyen qui est quand même sur France 3, mais oui, on manque cruellement de visages asiatiques. Je pense qu'une première chose, c'est que les parents, ils encouragent leurs enfants à embrasser des carrières médiatiques. C'est que, clairement, mes parents, ils n'avaient pas ce projet-là pour moi. J'aurais dit au départ que je voulais être dessinatrice, ils ont rigolé. mais voilà, aujourd'hui, je suis journaliste, mais vraiment parce que je l'ai voulu et pas parce qu'ils m'ont dit, bah oui, tu vas le faire. Donc, c'est vraiment ce serait bien que les jeunes enfants asiatiques, ils aient des role models, quoi. Enfin, comme ils verraient plein d'acteurs, ça pourrait les inspirer. Bah, là, ils verraient plein de journalistes et ça pourrait, même s'ils voient un astronaute asiatique, ils vont se dire, bah, tiens, pourquoi pas, moi, je pourrais être astronaute. Et je pense que c'est pareil pour les médias. Donc, il faut aller au-delà de cette autocensure qui est peut-être culturelle, hein, parce que voilà, journaliste, c'est pas forcément un métier qui va valoriser chez les Asiatiques. Et puis deuxièmement, voilà, il faut que Delphine Ernotte, par exemple, qui est la présidente de France Télévisions, et je pense qu'elle en a conscience, hein, fasse un effort pour mettre plus de visages qui représentent la diversité, quitte à surreprésenter la diversité, parce que voilà, c'est important finalement de donner de l'espoir aux gens. Donc c'est un cercle qui s'alimente. Plus vous avez des célébrités dans chaque corps de métier qui sont d'origine diverse, plus les enfants ils seront incités à choisir ces carrières-là. Yaran voulait parler. Pardon. Oui, très rapidement, oui, je suis d'accord que en fait, cette question de représentation, elle est tout à fait, ça fonctionne en double sens. Je me souviens, l'année dernière, je regardais une vidéo, l'entretien d'une réalisatrice du cinéma d'origine malienne. Donc, c'est la réalisatrice qui a fait le film Mignonne. Du coup, elle disait, quand elle était petite, elle était ado, elle disait qu'elle a dit à ses parents qu'elle voulait faire le cinéma, et ses parents disent, mais non, est-ce que tu as vu des gens qui nous ressemblent dans le monde cinéma? Et ça m'a vraiment très, très touchée, en fait. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'autocensure d'un côté, mais je pense que s'il n'y a pas suffisamment de représentation de diversité dans le monde culturel qui arrive à représenter réellement la pluralité du monde social, ça va, en fait, c'est difficile de déconstruire ce barrière symbolique dans le domaine culturel. Et c'était pareil pour le monde politique. Oui, c'est ça. Bon, en fait, tu as dit ce que je voulais dire, Yaran. Le fait d'avoir des modèles, c'est très, très important, que ce soit la politique, le cinéma ou tout ça. Vous savez, les Asiatiques, comment dire, les acteurs asiatiques qui jouent des rôles non asiatiques dans les films, c'est très récent d'abord, mais ça reste des seconds rôles. Et la Chine a fait une impulsion extraordinaire là-dedans parce qu'elle a dit, en gros, si on ne voit pas trop de Chinois et si on ne met pas la Chine en valeur, eh ben, je ne vous laisse pas pénétrer le marché chinois. Voilà, c'est le plus grand marché de cinéma au monde. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, les producteurs, les réalisateurs ont commencé à réfléchir sur ce sujet. Ah bah tiens, si, on va pouvoir le faire. Alors qu'avant, c'était absolument impossible. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un volontarisme à avoir et à afficher. Vous parliez des figures, je pense en politique, il n'y en a pas beaucoup, je pense à Buontan en député asiatique. Est-ce qu'ils en font assez aussi pour porter la parole aussi un peu de la communauté? Buontan, je n'ai pas l'impression, alors je parle sous votre contrôle parce que vous le connaissez peut-être, mais je n'ai pas l'impression quand même qu'il soit là en train de porter le combat en permanence, quoi. Il est assez discret quand même comme député, non? Je pense que le Buontan n'est pas le député des personnes d'origine chinoise ou des personnes d'origine asiatique. Buontan est un député français. Et le jour où on arrivera à avoir des personnes d'origine asiatique, mais ne pas seulement être évalué, et, comment dire, le fait qu'on ne pense pas seulement à eux ou à elles parce qu'ils sont asiatiques, eh bien là, on aura vraiment gagné. Bon, moi, personnellement, à Pantin, je fais un sujet qui n'a rien à voir avec les Chinois ou les Asiatiques. Très concrètement, par exemple, c'est le stationnement. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir des économistes qui le sont. Alors moi, tout d'un coup, je pense à un gars qui s'appelle Thomas Porcher. Bon, il est descendant de Vietnamiens, mais on ne le sait pas. Vous
voyez, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être d'origine asiatique ou descendants de Chinois, Vietnamiens, enfin, je ne sais pas, mais on ne le sait pas forcément. Et ce jour-là, on aura vraiment gagné. Moi, je voudrais rebondir sur l'appel d'Emmanuel Macron de trouver les 300 héros, pour qu'on puisse reconnaître 300 héros d'origine africaine, enfin, d'origine africaine principalement. Il n'y a aucun… il y a pas d'asiatique dedans. Donc, vous voyez, donc, il y a quand même déjà… Il y a encore du progrès à faire, alors que… il y a des asiatiques, enfin, moi, je peux me reconnaître dans certains asiatiques, des acteurs, des comédiens. Voilà. Je pense qu'il manque quelque chose, alors qu'on a un académicien qui est quand même d'origine chinoise. Hein. Voilà, donc on a des héros, mais il faut juste des fois nous donner un petit coup de pouce. Juste que vous précisiez, parce que cet appel, c'était 300 héros, mais alors, est-ce que vous pouvez… C'était quoi, 300 héros? C'était lors d'une interview sur Brut. Il voulait, en fait, il avait admis qu'il y avait un manque de reconnaissance, de représentation dans l'histoire collective. Hein, donc, il voulait intégrer le tirailleur sénégalais, enfin, qui est des choses très, on va dire, acceptables, enfin, comment dire, c'est une bonne volonté, quoi. Il y a quelque chose de bien, mais il n'y a pas d'asiatique, alors qu'on sait qu'il y a eu plusieurs milliers, je n'ai pas le chiffre, donc je ne veux pas dire de bêtises, donc il y a plusieurs milliers de travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale, ça on ne le sait pas. 140 000. Merci, oui. 140, grâce au travail de la JCF, notamment, qui a participé à mettre en valeur ces travailleurs chinois qui ont participé à l'effort de guerre. Et on sait aussi l'effort l'effort des personnes, enfin, des pays de l'ancienne colonie indo-chinoise qui ont aussi participé à la guerre. Donc, voilà, on connaît très, très peu de choses sur l'immigration asiatique en France et sur la participation des Asiatiques dans la nation. Bien, bah écoutez, vous y contribuez déjà un petit peu à votre manière. On va conclure sur ces propos. Alors, je tiens à préciser que je vois là dans les commentaires qu'il y a eu beaucoup de liens qui ont été partagés. Donc, vous avez des noms, des sites d'associations ou de personnes qui portent le combat féministe et asiatique. Vous avez même des recettes de cuisine. Vous avez quelqu'un qui a publié un article sur justement la consommation. C'est Philippe Daguerre, que je salue au passage, qui a publié un papier sur la consommation de cuisine asiatique en France. Alors là, je ne savais pas qu'il y avait des statistiques. Bref, n'hésitez pas à aller puiser les informations dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup, tous les quatre, de nous avoir accordé du temps. Je remercie énormément Joris Zilberman qui, à l'autre bout de Paris, derrière son écran, nous a diffusé toutes les photos que vous avez pu voir pendant cette conférence. Merci beaucoup à Cyrielle Cabot qui s'occupe des réseaux sociaux et qui est toujours extrêmement vive, réactive, et c'est super de travailler avec elle. Et puis, merci à notre partenaire l'INALCO et merci à Asialist aussi également pour lequel je travaille. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà.